nos clients veulent qu'on soit moins cher, mieux, et on doit livrer plus rapidement. Donc tous ces paramètres, on doit les prendre en considération. Ce qu'on recherche à travers les alliances, c'est une force de proposition. Donc le fait, je pense qu'Éric le précisait, de ne pas avoir un fournisseur qui soit fort dépendant à Alstom Valenciennes, permet d'avoir un fournisseur qui soit dynamique dans sa recherche de solutions et de proposer aujourd'hui peut-être une solution qu'il a déjà appliquée ailleurs et de pouvoir, sur l'aspect économique, qui est un facteur important, pouvoir nous fournir aussi des fois, on est dans cette logique de vouloir investir plus pour gagner plus dans le temps. Donc c'est vraiment nos fournisseurs qui doivent nous dynamiser dans cette démarche et nous permettre de gagner des marchés à l'export parce que c'est quand même un indicateur important pour nous. Il y a également la notion de responsabilité. La prise de responsabilité, c'est des coûts aussi qui peuvent être indirects quand vous avez des pénalités, de retard. Là, c'est l'alliance, les fournisseurs donc, qui prennent on doit vraiment produire plus vite. Quand on avait un tackle de production de 6 jours il y a encore 10 ans, aujourd'hui on est sur du 2 jours, 2 jours et demi, voire 3 jours. Un arrêt de chaîne coûte très cher aujourd'hui, on n'a plus le temps de se retourner. Donc on doit avoir le produit bon du premier coup, ça c'est important. Le fait d'avoir moins d'interlocuteurs, moins de fournisseurs, moins d'interlocuteurs, ça permet de trouver tout de suite... On a cette logique de 20-80 au niveau des achats, dans le sens où 80% des achats indirects, on représente 19% du volume. Donc si on veut gagner en compétitivité, on doit se concentrer sur cette partie la plus importante et la montée en maturité. Donc plus on limite un peu les interfaces et on globalise, mieux on arrive à être compétitif. Après, il y a aussi un effet qui est important, le fait de globaliser et d'accompagner notre fournisseur à proposer une offre globale permet aussi, lui, de son côté, de maîtriser sa supply chain de A à Z. Donc ça, c'est un aspect important, parce qu'aujourd'hui, il va porter cette responsabilité, et il faut que cette responsabilité soit bien couverte à travers le cahier des charges. Didier Breu, vous parliez d'un critère qui est aussi important dans une alliance réussie, et on en parle là, c'est la question de contractualisation forte aujourd'hui dans le ferroviaire qui nous pousse, Baptiste disait, à faire bon du premier coup, plus le droit à l'erreur, et c'est ce que permet aussi l'alliance aujourd'hui. Oui, comme vous l'avez très justement dit, on vit dans un monde où la contractualisation a pris une place prépondérante et beaucoup plus importante qu'il y a quelques années. Donc nous avons besoin également, nous, de façon à nous protéger, en toute honnêteté, d'avoir effectivement au travers de ces alliances des acteurs capables justement de prendre leur part de responsabilité. Et comme l'ont dit mes collègues précédemment, ce que nous recherchons dans une alliance d'entreprise également, c'est un moyen justement d'avoir en face de nous, donc d'une part un seul chef de file qui va être l'interlocuteur et qui va globaliser toute la relation avec cette alliance, mais également un mécanisme, il y a plusieurs solutions je pense pour y arriver, qui permet à l'Alliance d'avoir aussi le minimum de répondants financiers que pour pouvoir nous suivre en cas de défaillance au niveau de délai de livraison, en cas de défaillance technique de leur matériel, qui pourrait avoir des conséquences au niveau pénalisation pour nous. Chose qu'une petite PME ne peut pas faire, supporter ces pénalités qui peuvent être très élevées. C'est ce que vous recherchez dans l'Alliance, le fait d'avoir justement cette assiette financière. On l'entend, Didier Breu, c'est une véritable petite révolution industrielle en fait qui se passe dans le monde du ferroviaire, c'est toute la production qui change. Oui, c'est une mutation industrielle, je pense, qui a vu le jour il y a quelques années, étant donné que maintenant nous approvisionnons uniquement des composants clés en main, comme ça a déjà été dit à plusieurs reprises aujourd'hui. Contrairement à il y a quelques années, nous achetions de façon assez fragmentée différents composants qui nécessitaient sur nos chaînes de production des opérations de préassemblage avant de pouvoir être intégrés sur nos véhicules. Donc tout cela a évolué et maintenant nous approvisionnons uniquement des composants ou des systèmes prêts à être intégrés au sein de nos voitures. Ceci étant dicté par l'évolution du marché, par l'évolution des cadences de production, des surfaces occupées, qui nous empêchent effectivement d'avoir ces préparations en bord de ligne qui prennent beaucoup de surface et de temps au niveau des cadences de production. Donc ce mécanisme industriel qui a vu le jour il y a quelques années oblige également à changer également de type de fournisseur, puisque maintenant nous devons nous adresser à des fournisseurs qui doivent avoir et présenter des compétences dans plusieurs domaines. Et forcément, l'Alliance est naturellement une des réponses à cette problématique, puisqu'elle permet de mettre en association plusieurs complémentarités qui, si elles sont bien gérées, vont donner une force de frappe beaucoup plus forte
et permettre justement d'approvisionner ce composant totalement fini, nécessitant plusieurs compétences. Vous accompagnez aujourd'hui vos fournisseurs qui ne sont pas encore inscrits dans cette démarche d'alliance, qui sont encore dans une compétence simple, unique, un seul produit à évoluer. Est-ce que vous leur dites tout simplement, bah non, c'est terminé, on arrête notre partenariat, ou vous les accompagnez? Non, on les accompagne bien évidemment, puisque l'objet n'est pas d'éliminer les fournisseurs, mais au contraire de leur donner l'opportunité de s'associer de façon à, comme disait très bien Eric Manusset, à pouvoir au moins capter une partie du gâteau plutôt que de le voir échapper au profit d'autres sociétés qui seraient mieux structurées ou d'autres sociétés étrangères qui auraient justement toutes ces complémentarités. Donc nous les accompagnons. Je pense qu'on pourra évoquer un peu plus tard les actions que nous menons notamment au sein de l'AIF pour mener à bien ce projet. Mais oui, clairement, nous accompagnons ce mouvement. Nous conseillons pas mal d'entreprises, sans toutefois complètement nous initier dans la gestion des entreprises, bien sûr. Nous leur laissons après le libre choix de s'associer, avec qui s'associer, des partenaires à sélectionner dans l'alliance. En tout cas, vous en avez parlé à nouveau de cette concurrence étrangère. Si on n'arrive pas à s'associer, comme le dit Eric Manusset, c'est le danger pour les PME françaises. C'est le gros danger pour les PME françaises, c'est la concurrence effectivement notamment étrangère, et l'alliance doit permettre justement, encore une fois, d'allier toutes les complémentarités de façon à répondre à la demande, sans toutefois, je dirais, donner lieu à un véritable empilage de marge. Donc c'est un critère très important dans une alliance, parce qu'elle risque de perdre toute sa compétitivité. Donc c'est ce que l'on recherche. Vous pouvez développer ça, attention, ça c'est un critère de réussite pour l'alliance. Oui. On y reviendra sur les autres critères de réussite, mais vous insistez bien là-dessus, l'alliance ne doit pas être un empilement de marge. Voilà. Puisque ça conduirait naturellement, je dirais, à la perte totale de compétitivité de l'alliance en question. Donc on a eu des exemples de par le passé, effectivement, où l'alliance avait été comprise comme étant effectivement la domination d'un chef de file qui, je dirais, empilait les marges des différents fournisseurs auxquels il faisait appel pour réaliser l'alliance. Bon, ce n'est pas le principe que l'on recherche, puisque ça mène inéluctablement une perte de compétitivité. Donc il y a d'autres moyens de gérer ce genre de choses, tout en garantissant à chacun sa propre marge, et tout en garantissant également la nomination d'un chef de file qui va être vraiment le leader et le représentant de l'alliance face aux constructeurs que sont Alstom ou Bombardier. C'est un critère très important pour nous, et pour les membres de l'alliance, puisque si elle n'est pas concrétisée, ça risquerait de provoquer un manque de compétitivité complet sur l'alliance. Et même si vous l'expliquez aussi, hein, cet empilement de marge qui a un risque. On sait qu'il y a beaucoup d'alliances qui vont dans le mur à cause de ça. Finalement, on calcule la marge sur le risque, chacun calcule sa marge, il les empile, c'est là le danger. Oui, c'est un danger. À partir du moment où on fait une alliance, où on fait un groupement, c'est forcément, pour gagner du marché, donc c'est business, et deux, pour être compétitif par rapport à ce marché. Donc il faut avoir l'humilité de se mettre autour de la table, de regarder un petit peu effectivement là où on empile les marges, mais en tous les cas il faut se dire il faut être honnête envers les membres de l'Alliance et trouver le bon prix pour le bon produit et la bonne qualité. Sinon ce n'est pas la peine de commencer les travaux. Comment on fait le partage du gâteau? Ça se fait bien en amont. Le partage du gâteau, je dirais, il se fait au départ même sans avoir un projet. C'est-à-dire que l'alliance, elle doit être contractualisée. On ne vient pas dans une alliance pour voir et on s'en va après. C'est pour ça que je disais que l'alliance ne part pas des entreprises, même pas du produit, de l'offre que l'on a à vendre. Et ensuite, on part d'un besoin d'abord. Ça part d'un besoin, et s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas d'alliance, je veux dire. À partir du moment où il y a ce besoin, où on a les entreprises compétentes qui, ensemble, vont travailler avec ce produit, et je dirais même vont innover sur ce produit, parce que vendre un produit qui existe, c'est bien, sauf que les concurrents, ils arrivent et ils savent aussi vendre le produit, il faut donc innover par rapport à la concurrence. Donc c'est toute une chaîne qui doit se mettre en place pour être plus compétitif, pour être plus innovant, et plus qualitatif par rapport aux concurrents. Et ça, je pense que sur le territoire de Pas-de-Calais, on est vraiment en mesure de gagner un challenge comme ça. Alors cette stratégie d'alliance, c'est pas seulement une opportunité pour les PME, les grands groupes aussi réfléchissent sérieusement. C'est le cas donc pour vous, Christophe Rusconnet, vous êtes directeur d'une agence d'élevage RAG et vous êtes fournisseur de la SNCF notamment. Vous gérez d'abord en introduction toute la partie sur laquelle roule le train, c'est ça? Oui, bonjour.
FHRA, effectivement, est une entreprise de travaux d'infrastructure ferroviaire, donc travaux, maintenance, construction et également depuis peu conception, réalisation au travers des différents projets de lignes TGV, puisque ça c'est une nouveauté depuis peu. La SNCF maintenant et RFF confient la conception et la réalisation des lignes nouvelles à des entreprises, enfin des grands groupes à des PPP. Donc vous êtes vous aussi challengé par votre client qui est en majeure partie les SNCF. Voilà, donc ça c'est quelque chose de nouveau qui a nécessité des mises en compétence, et puis surtout c'est quelque chose qui nous oblige à faire des alliances au sein des groupes, puisque une ligne TGV c'est pas uniquement une voie ferrée, c'est des ouvrages d'art, c'est de la signalisation, c'est de la caténaire, c'est du terrassement également. Donc aujourd'hui, votre rapport a changé. Avant, je suppose qu'elle vous demandait, la SNCF vous demandait de fournir les matériaux. Aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre, la signalisation, enfin, vous faites tout. Alors, il y a encore une quinzaine d'années, les entreprises de travaux ferroviaires fournissaient essentiellement de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre et de la compétence basique. Aujourd'hui, le marché va au-delà de ça, puisqu'on nous demande d'assurer non plus la main-d'œuvre, mais aussi la fourniture des matériaux. Même si ça reste encore marginal au niveau de la SNCF, mais ça commence à venir. On nous demande également d'avoir des machines de plus en plus sophistiquées. On nous demande également d'assurer la maîtrise d'œuvre sur certains projets un peu particuliers. Je parlais des TGV, mais ça peut être aussi des technicentres. Et on nous demande également de plus en plus de la maintenance d'installation, chose qui ne se faisait pas avant. Et l'évacuation aussi des matériaux. Alors, tout l'aspect logistique aussi. Jusqu'à présent, je veux dire, on fournissait le personnel et les matériaux étaient fournis par notre client, on faisait la mise en œuvre et le client gérait également la partie matériaux de dépôt. Aujourd'hui, c'est à nous à gérer cet aspect-là. L'élimination des traverses prévotées, par exemple, dans des filières déchets dangereux, le concassage et la valorisation des traverses béton, toutes ces choses-là. Voilà, donc on voit que vous avez développé pour votre client une offre de plus en plus globalisée, les SNCF qui attendent de plus en plus de vous, parce que vous êtes dans la posture du fournisseur dans ce cas. C'était des choses donc, qui n'étaient pas dans vos compétences là-bas chez FHRA. Comment vous avez fait? C'était des partenariats au départ? Alors, il y a des partenariats qui se créent. Il y a des partenariats avant tout au sein du groupe, puisqu'on a l'avantage de faire partie d'un groupe qui maîtrise un certain nombre de compétences techniques. Et puis, il y a des partenariats qui se font avec des PME ou d'autres sociétés. Je pense à la caténaire, par exemple, qui ne fait pas encore partie.